Ah, voilà. Alors donc, je vais en parler, c'est très long, je vais essayer de prendre les plaques les plus intéressantes pour expliquer un peu la situation. En Algérie, en Maghreb, mais surtout, je vais parler beaucoup plus de l'Algérie, c'est à peu près la même chose, avec une différence que les Tunisiens sont peut-être un peu plus en avance que nous. Voilà. Bien. Alors, on appelle arbovirus, ce sont des infections virales qui sont transmises par des arthropodes. Arthropodes, ce sont des insectes avec des membres articulés. Et ce sont toujours, pour la plupart, des infections virales zoonotiques. Et il existe plusieurs virus, dont à peu près une centaine sont transmissibles à l'homme. Et les arthropodes les plus fréquemment rencontrés, ce sont les genres de moustiques et puis les tiques. Il y a d'autres transmissions accidentelles qui sont décrites et qui arrivent aussi, c'est la transfusion sanguine, on en a parlé ce matin, les greffes d'organes, messieurs les greffeurs, et les transmissions sexuelles, vous en avez certainement entendu parler de l'histoire de dengue et de Zika, transmises par voie sexuelle. Donc le rôle de l'arthropode, c'est un vecteur actif, chez lequel le virus va se multiplier, va devenir plus infectant. Le vertébré, lui, c'est le réservoir. Alors, et l'homme, en fait, dans cette histoire, ce n'est qu'un phénomène accidentel. L'homme ne rentre pas dans le circuit de circulation des arbovirus. Ça se passe dans un milieu zoonotique entre les animaux et les maladies sont transmises par ces arthropodes. Le virus va subir des transformations au niveau de son intestin, au niveau des glandes salivaires, et puis il va transmettre ce virus à sa descendance. L'arthropode va descendre avec une transmission verticale, et le virus reste infectant pendant toute la vie de cet arbovirus. Elles ont toujours une clinique qui est trompeuse, c'est-à-dire que près de 80% des arbovirus sont asymptomatiques. Ben, je suis en train de parler ça. C'est pas la peine alors. C'est bon. Non, non, c'est pas bon. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, c'est pas la peine. Donc, asymptomatique dans 80% des cas. C'est-à-dire, on va passer. Allez, c'est pas la peine. On va passer à côté. Et quelquefois, on va trouver un syndrome grippal. Et dans 10 à 20% des cas, on va avoir une expression clinique et plus ou moins intriquée avec 3 syndromes. Soit un syndrome algo-éruptif, ça veut dire que quelqu'un va venir avec de la fièvre, des algies, il a mal partout, et une éruption. Ou bien ça peut être, c'est comme le cas de la dengue chikungunya, ou bien du Zika, et ça peut être des formes hémorragiques, la fièvre jaune, le Congo, ou bien des formes neurologiques qui sont essentiellement le West Nile en Algérie. Alors le problème de l'Algérie, c'est qu'il y a quelques déterminants d'émergence de ces arboviroses. L'Algérie a 2 interfaces, du point de vue environnemental et du point de vue géographique, une interface avec 6 étages bioclimatiques variés, 16 zones humides, soit naturelles, qui est la région de Qalaoub, le Bouagui, Batna Hnaya, ou bien des barrages, la rupture de la barrière géographique du Sahara qui nous séparait du Sahel et de l'Afrique équatoriale, qui a été violée. Les politiciens n'a pas été violé, c'est un développement, mais c'est une voie de développement, et une voie aussi de développement et de circulation des agents pathogènes. Et puis un changement climatique perceptible que l'on sent avec une avancée inévitable du désert, on le sent, une canicule estivale avec des températures qui est 48 degrés en 2018. On n'a pas voulu annoncer 50 parce qu'à 50 degrés, la loi interdit le travail. Donc, rappelez-toi 48, 48,1, 47,2. Et puis des phénomènes d'inondation, tous ces phénomènes sont l'expression d'un changement climatique très important. Aussi, l'Algérie est un couloir de migration des oiseaux. Alors, les 2 interfaces de la Méditerranée, on a l'impression que l'Algérie est présente en tenaille. Comme avec le Kouleb, on a la menace méditerranéenne en nord et la menace africaine sahélienne en bas. La menace méditerranéenne, interface méditerranéenne qui lui fait partager
tous les phénomènes microbiologiques et tous les phénomènes entomologiques qui se passent dans la rive nord et dans le pourtour méditerranéen, hein, avec l'immigration des oiseaux, etc. L'exemple type, c'est l'introduction du moustique tigre qu'on appelle Aedes albopictus au niveau du Maghreb et particulièrement en Algérie. Et puis la découverte de cigognes et d'oiseaux porteurs de virus de West Nile. L'interface, la deuxième pince d'Algérie, c'est l'interface subsaharienne qui l'expose à toutes les pathologies qui existent au niveau du Sahel. Vous avez à Tamarasset, vous avez 27 nationalités. Les Touaregs ne connaissent pas la frontière administrative, etc. Et vous avez une transhumance de cheptel, de population, etc. C'est extraordinaire. Donc, tous ces mouvements de population et tous ces mouvements de bétail sont autant de facteurs de risque d'introduction de maladies subsahariennes. Ici, vous avez un Pireg Maghreb qui montre les zones humides avec le couloir de migration des oiseaux. Hein. L'Algérie fait partie, nous avons deux couloirs de migration, un couloir à l'est, Khala, etc., un couloir à l'ouest qui passe la frontière marocaine et qui descend jusqu'au Sénégal. Et ces oiseaux migrateurs, leur intérêt, ce sont des disperseurs. Hein, on a trouvé que ces oiseaux migrateurs, en fait, ce sont des disperseurs. Ici, par exemple, on a eu la microbiologiste, elle est là, elle n'est pas là, elle est là. Au XA 48 a été trouvé que les cigognes de Madr, dans les crottes de cigognes, dans les fientes de cigognes de Madr. La cigogne, elle vient chez nous, mais elle va au Sénégal, elle va en Espagne. Hein, je te dis, le petit paquet, bonjour madame espagnole, je vous ai apporté au XA 48 tel Madr. On a trouvé aussi des virus de la fièvre Guinée-Congo, qui est très magique, dans les oiseaux au niveau du Maroc. Donc ces oiseaux migrateurs sont des dispersions de pathologies. Les déterminants démographiques, c'est que nous avons une population à peu près de 42 millions d'habitants, avec un taux de croissance de presque 2%. Un exode rural, nous avons l'Algérie a vécu 5 exodes rurales très importants, l'exode rural de la guerre de libération, de la guerre, l'exode rural de l'indépendance, l'exode rural de l'université, on a créé des pôles universitaires. Je suis de Tassef, en Kabylie, j'ai étudié dans une ville, je reste du même arrêt, je reste en ville. L'exode rural de la zone industrielle qu'on crée dans les pôles des grandes villes urbaines, l'exode rural du terrorisme. Donc tous ces exodes ruraux, hein, 70%, on arrive à une population, une urbanisation effrénée, incohérente, sans espace de vie, sans espace. 70% des Algériens vivent en zone urbaine. Et on arrive à 82% en 52, en 2050. Cette surpopulation urbaine est à l'origine de ceintures de périurbanité avec des bidonvilles et des postes de précarité. Et qui dit proche de précarité, vous imaginez tout ce que vous voulez dedans. Deuxièmement, il y a un facteur déterminant, c'est la vulnérabilité par un vieillissement qui est un gain en espérance de vie, 76,7 ans, mais c'est un gain aussi, c'est un facteur de risque, hein, avec toutes les pathologies dont on vient, le diabète, l'hypertension, etc. À l'origine d'épidémies de maladies chroniques, immunodépression, VIH, chimiothérapie, etc. En greffe, on met les malades et sur autant de facteurs de risque très importants. Et l'hospitalier, très les mains. Création de populations mobiles, hein, champs pétroliers, gaziers du Sud, périmètre agricole. Les voyages, l'Algérien voyage beaucoup. Voyage, liberté, commerce, pèlerinage, tourisme. Aucune information sanitaire. Aucune information. Il faut voyager là, c'est voilà. Changement, au niveau des changements de comportement, que ce soit tendance à la restauration du fast-food, etc. Et les changements sociaux qui sont très très importants. Développement économique, développement agricole, on en a parlé, donc introduction de cultures intensives, l'élevage de Ain Toutaï connu pour les poulaillers, il y a plein. Élevage agricole, 15 fermes d'aquaculture, on élève des poissons aussi, les crevettes et tout. Hein. Et projet USA, des aides avec des fermes de 20 000 têtes à Adrar de vaches laitières. Voici l'importation des choses pour les conteneurs, les importations en Algérie. Vous allez dire, monsieur, où je décrète l'importation, et ben vous importez des conteneurs d'Asie, et dans les conteneurs, il peut y avoir des moustiques.
C'est tout. Adam Makan. Et des rats pour la peste et tout ce que vous voulez. L'épidémie de la peste, les grands projets agricoles, donc ici, on va développer l'Albien, l'adduction de haut plateau avec l'eau fossile de l'Albien, on va irriguer, puis on va créer des microclimats avec le développement de tous les vecteurs possibles. Autre chose, les flux migratoires. L'Algérie est un pays de transit et d'accueil où on recense à peu près 50 ou 75 000. Vous avez vécu, on a tous vécu les migrations africaines. Voilà. Alors, la première arbovirose dont je vais parler, c'est le virus de la fièvre du Nil occidental ou West Nile Fever. C'est une arbovirose West Nile est connue en Algérie depuis très longtemps. Hein, mais il y a une menace très importante d'extension. La deuxième, c'est le chikungunya, dengue et Zika, qui sont possibles, l'introduction est possible. La fièvre du Valais du Rift, elle est inévitable, le Sahel en bas, et puis Crimée-Congo, ça le m'étonnerait. Bien. Alors, Alexandre le Grand est mort à Babylone avec un tableau clinique, et quand les historiens de la médecine du CDC ont repris un peu son histoire, ils ont trouvé qu'il présentait absolument les symptômes du West Nile, la fièvre du West Nile. On pensait que c'était une typhoïde, un paludisme, etc. Mais en fait, quand on a retenu le fait qu'avant sa mort, il y a eu une mortalité très importante des corbeaux, et quand les corbeaux meurent, comme ça, les oiseaux meurent, ça veut dire qu'il y a un virus qui est en train de circuler. Et diagnostic retenu, Alexandre le Grand est mort de fièvre de West Nile. Alors qu'est-ce que c'est que c'est un virus qui est connu en Algérie depuis 1975. L'épidémie de Bouguermouh a décrit à Timimon en 1994 où il y a eu près de quelques dizaines de cas avec une mortalité infantile importante. Et puis, gros problème, en Tunisie, c'est apparu en 2012, il y a eu l'épidémie. Alors, le West Nile est dû à un virus, il est dû à un virus qui a été découvert dans la rive gauche de l'Ouganda, du Nil occidental. C'est pour ça qu'on l'appelle le virus du West Nile, chez les animaux et puis chez l'homme. Et puis ce virus, il est parti avec les oiseaux migrateurs en Égypte, Israël, et puis en Israël, il a provoqué après, avec des migrations, avec des importations de pneus aux États-Unis, il a provoqué au long de une catastrophe avec des cas très importants au niveau des États-Unis ou du Canada. Les réservoirs, ce sont des oiseaux qui jouent un rôle amplificateur, et tous les oiseaux sont sensibles, et généralement, ils ne développent pas la maladie. Mais certains sont plus sensibles, tels que les corbeaux, les corneilles, les corvidés, les rapaces, ils vont mourir. Et chaque fois qu'on trouve ces oiseaux morts, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc il y a un cycle en zoonotique, cycle sauvage entre les oiseaux par l'intermédiaire d'un moustique qu'on appelle Culex pipiens, c'est le moustique domestique qu'on voit dans toutes la maison. Et l'homme et les chevaux sont des hôtes accidentels. Il n'y a pas de transmission à partir de l'homme parce que la vie est très courte. Et ce sont des indicateurs de circulation. Récemment, vous savez qu'à Bitam, il y a un élevage il y a des centres équestres, et on a eu des cas de West Nile à Bitam du côté de Bélika. Donc ce sont uniquement des hôtes accidentels et qu'on considère épidémiologiques comme des cul-de-sac. Il n'y a pas de transmission à partir du cas humain, sauf en cas de transfusion sanguine ou bien en cas éventuellement de greffe. Alors les autres causes qui ont été mises en évidence par le CDC, c'est la transfusion sanguine. C'est pour cette raison que maintenant, j'ai passé la question maintenant ailleurs, en Europe et aux États-Unis, on cherche si le malade n'est pas affecté par le West Nile. Et au moins un mois dans le don de sang, on élimine tous les patients qui ont voyagé dans une zone où il y a eu du West Nile. Les transfusions d'organes, transfusions in utero, etc. Donc c'est possible, ça a été décrit. Alors quelles sont les populations? Toutes les personnes exposées peuvent développer la maladie. Mais ce qui est très important, ce sont les personnes âgées, plus de 50 ans, qui vont, ou bien immunodéprimées, les greffés, etc., qui vont développer des formes neurologiques qui sont très graves et quelquefois mortelles. Alors, les transfusions d'organes, il y a eu des cas, 4 receveurs, 4 infections, ça c'est effectivement un accident de transfusion d'organes, transplantation d'organes, des reins, voilà. Deuxième transfusion sanguine, ça existe. Et les recommandations, c'est d'éviter de transfuser ou de greffer quelqu'un
qui a séjourné dans une... Le don d'un patient, le donneur n'est pas vécu dans une zone où il y a... Ou bien on fait sérologie. Donc, transmission par des moustiques, surtout le donneur qui l'explique bien, c'est les moustiques. Si vous vous souvenez très bien, en 2003, il y a eu l'épidémie Kaderi, tombée sur le Soufdel, une épidémie, il y a eu 1200 piqûres de moustiques en un week-end. À Batna, on surveillait les malades pendant 20 jours, on se disait qu'ils ne vont pas faire des moustiques. Alors, on sait maintenant que le virus circule en Algérie. Et on ne le savait pas. C'est une erreur comme ça. Et puis, parce que il y a un émigré, voilà, parce qu'il y a un émigré qui est venu en Algérie, qui a contracté à West Nile, le diagnostic a été posé à Marseille par Raoul, et c'est Raoul qui a fait l'alerte en 2012. Hein? Il est mort et on a fait le diagnostic de West Nile. Et on a repris des études, on a trouvé que, effectivement, quand on reprend, on va trouver que depuis 68, le virus a circulé. Par exemple, chez les chevaux, on a trouvé 32% de chevaux qui étaient présentaient des anticorps anti-West Nile. Donc la maladie, elle existait chez nous, même sur couche bien, parce qu'elle est asymptomatique. Hein? On ne le voit pas. Et récemment, en Tunisie, il y a eu une très grande épidémie en Tunisie, en 2012, avec une centaine de cas d'épidémie de méningoencéphalite, 72-73 cas décédés, et 12% de séropositifs en Tunisie. Donc il y a une épidémie très importante. Voilà l'épidémie de Tunisie. À l'incubation, 6 jours, une semaine, 10 jours, maximum 21 jours, il n'y a pas de transmission interhumaine, donc sauf en dehors éventuellement de transfusion sanguine. Et puis on va avoir le syndrome grippal. Un syndrome grippal, fièvre, frisson, myalgie, etc. Ça ressemble à tout ce que vous voulez, et ça ne ressemble à rien. Et puis, ce qui est très important, c'est que 80% de West Nile sont asymptomatiques. Donc, 20% vous allez avoir une petite fièvre, et puis dans 1%, peut-être 10%, vous allez avoir des signes neurologiques, des méningoencéphalites. Et c'est là qu'on ne voit pas tout ça. Tout ça, on ne voit pas. On ne voit que l'alerte de surveillance en Algérie, c'est la surveillance des méningites et des méningoencéphalites. Hein? Voilà. Ça peut être un syndrome méningite viral, avec des céphalées orbitales et une lymphocytose supérieure à 5. Ou bien, très important, ça va vous donner un tableau de méningoencéphalite. Souvenez-vous, ça vous donne un faux Parkinson. C'est quelqu'un qui absolument n'a rien du tout, et puis à l'occasion d'une grippe, de ce qu'on peut appeler une grippe, il va avoir un tremblement de type parkinsonien. Faites très attention, ça ne peut être éventuellement qu'un West Nile, ne l'oubliez pas. Ou bien quelquefois un tableau de paralysie flasque, inexpliqué, ou bien quelquefois un tableau de polio, paralysie flasque avec de type poliomyélitique. Donc ça c'est l'arbovirus qui existe en Algérie, mais qu'on a fait très bien. Et on s'est rendu compte après qu'il y a eu, les Marseillais ont découvert le cas d'après l'épidémie de Tunisie. Maintenant, récemment, on a eu des cas de Belika. Et puis arrive la menace extérieure. L'extérieur ne veut pas nous lâcher. C'est pas possible. La conquête du moustique tigre, qu'on appelle Aedes albopictus, c'est un moustique envahissant. Il est originaire d'Asie du Sud-Est. C'est un moustique très anthropophile, il adore l'homme. Hein? Particulièrement les femmes qui sont positifs, qui sont enceintes, qui prennent des contraceptifs. Donc c'est un moustique anthropophile. Il est envahissant, c'est-à-dire que quand il s'installe dans une région, il chasse les autres moustiques. Il prend leur place du point de vue. Dominant, voilà. Il a une diapause, c'est-à-dire que la femelle, il est capable de survivre à des températures très basses. Ce qui lui a permis de se venir d'Asie du Sud-Est, de s'implanter en Europe. Il est arrivé jusqu'en Belgique. Donc il a conquis toute l'Europe. Il a une activité diurne. Ce n'est pas le petit moustique qui arrive le soir, c'est le petit moustique qui dit je vais voir des plus jolis, je l'applique là. Alors il est compétent pour le Zika, hein, ce n'est pas le principal, mais il est compétent pour le chicken gunya et pour la dengue.
Et voici sa distribution avec Aïdes Aegypti dans le monde. Voilà, et son installation avec en Europe. Partout, il est arrivé jusqu'en Allemagne, ainsi en Algérie. Voici où est-ce qu'on peut le trouver. Il vit dans n'importe quoi. Une petite mare, une fosse, une bâche à eau, une citerne, un réservoir un petit seau, un petit des animaux, les mangeoires des animaux, le petit pot de fleurs que vous arrosez, que vous laissez, etc. Tout ça, il lui suffit d'une petite boîte de sardines, ça suffit. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Alors, une des aides, voilà, la première découverte qui a été faite par Isée, il a trouvé une femelle d'Aïdes albopictus, on n'a pas donné d'importance. Une femelle qui a un immigré, ou la chouette lâché, qui a fait le valise, etc., on n'a pas donné d'importance. Puis en 2015, à Oran, les gens se sont plaints. Les déclarations d'infestation, d'implantation d'Aïdes albopictus en Algérie sont faites après une déclaration dans la presse et dans la télévision de nuisance. Les gens se figurent que ou qui m'a dit il vous pique et vous faites des réactions comme ça. Oui. Alors que l'autre moustique, il est très gentil, il vous pique, il pense au repas, il s'en va. Ada, il est. Donc c'est des nuisances. En 2015, à Torque. Et puis après, en 2016, Alger, c'est la confirmation au niveau du Berkha, de Maïnadja, etc. C'est catastrophique, il y a une invasion extraordinaire. Quand il s'installe, c'est fini. Moi, j'y crois pas quand au ministère on vous dit on va éliminer, ouais, on va faire ça, etc. Vous savez, on n'a pas les moyens de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne pour contenir ou éliminer l'albopictus. Ce n'est pas avec l'embarras, avec le travail de proximité interdomiciliaire. Et c'est au niveau de l'éducation des citoyens qui doit éliminer tous les gîtes de ponte. Donc il ne faut pas se leurrer, ça c'est du pipeau pour la télévision, etc. Donc, invasion très importante. Maintenant, c'est décrit un peu partout à Derma, Sikda, donc le virus moustique qui s'est implanté, ce moustique tigre. Voici les zones d'implantation. Ça c'est Alger, maintenant les zones dans toutes les wilayas, il y a Derma, Tarf, partout. Il est écrit tout le littoral. Alors ça c'est ce qui est très important. Facebook a joué un rôle très important. Et c'est pour ça que l'Institut Pasteur a bien fait, avec le collège des infectiologues et le réseau des épidémiologistes algériens, de lancer l'alerte de signalement. Et chaque fois que les gens se font piquer par des moustiques, ils le signalent par Facebook. Et voici les captures qui ont été faites par des citoyens, des photos de citoyens. Ça c'est Institut Pasteur, Collège des infectiologues d'Algérie et réseau algérien des épidémiologistes. Ça c'est très important de l'utilité de l'Internet et de l'utilité de certaines pages dans la circulation de l'information et de l'alerte et de la veille sanitaire, c'est très important. Voilà. Alors les Aïdes albopictus peuvent voyager dans les conteneurs, peuvent voyager dans les pneus, peuvent voyager dans les bus, dans les valises. Et c'est une infectiologue qui a pris Aïdes albopictus, le volontaire automobile تاعها راحت عندها ومروحه ولقات Aïdes albopictus الفولونتير automobile تاعها مديتو لعندها جابتو من دالما. Ça veut dire que on transporte, c'est aussi facile et aussi bête que ça. Alors, je vais deuxième bloc, la dengue, c'est la menace qu'il y a chez nous. C'est une priorité de l'OMS. 3,5 milliards de personnes, 4 milliards de personnes exposées, et 128 pays, 87 millions de cas cliniques par an, 20 à 25 000 décès particulièrement chez les enfants. C'est extraordinaire, c'est un fardeau très très important. Et imaginez les 3 derniers mois 2019, octobre, novembre, décembre, il y a eu 1 million, presque 50 000 cas signalés, essentiellement au Brésil, au Mexique, au Nicaragua, par exemple, aux Philippines, etc. Vous allez me dire, même chez nous, c'est loin. C'est loin. Mais il suffit très bien, une fois que nous avons le vecteur, il suffit très bien, un Algérien. Il se fait piquer, et puis on va recréer le cycle algérien, et on sera كيما حنا كيما الاخرين واذا عملت خفت سي بير فراس هذو تاع هاي كاينه تيروريزم كاين بارتو باش غير حنا on a bien ces phrases. Donc ici c'est la distribution géographique des cas
algériens. Alors, ici, c'est en Europe, essentiellement des cas importés. Hein? Alors, vous rentrez dans le CDC, vous appuyez. En France, par exemple, ils ont à peu près, oui, bien France, 333 cas importés chez des voyageurs qui reviennent de zones où il y a de la dengue. Mais vous avez certainement lu aussi qu'en Espagne, en Italie et en France, il y a eu des cas autochtones. Il y a eu des cas autochtones avec des épidémies et qu'il y a eu même des transmissions sexuelles qui n'ont pas été décrites ailleurs dans les pays où la maladie sévit. Donc, plan de lutte en France, des centaines de cas importés. En Algérie, on a décrit le premier cas en 2015, importé chez un étudiant bataillon qui était aux Philippines, qui est revenu. On a posé le diagnostic du premier cas de dengue importé. Voilà. C'est à partir de là que ça a été inscrit dans les MDO. Hein? C'est rentré dans les MDO. En fait, à partir de là, il a été créé le Comité national de lutte contre les dengue, qui, pour le moment, se limite à décrire les premiers cas importés éventuellement et surtout faire de la surveillance entomologique avec une vulgarisation de ce moustique. Les impératifs nationaux, c'est quoi? Il faudrait que tous les infectiologues, tous les épidémiologues, tous les généralistes doivent penser. Qui m'a qu'on appelle le paludisme, quelqu'un qui revient d'un pays où on pense au palu avec une fièvre, maintenant il faut penser à la dengue, il faut penser aux épidémies. Parce qu'il est très important que l'on trouve les cas importés. Si on ne trouve pas les cas importés, et je fais Berkhad, mais je fais piquer, ça y est, l'épidémie, elle va. Donc, dans les pays où le moustique existe, plutôt en Asie par exemple, c'est les pays maintenant humains, moustiques et humains. C'est-à-dire que c'est un moustique, c'est un cercle selvatique entre les singes, et puis l'homme, le cycle urbain, c'est l'homme, moustique, homme, voilà. Le moustique, l'homme, c'est un amplificateur. Hein. Quand je fais piquer, je fais la dengue, et en même temps, je vais être un multiplicateur de. Alors, clinique, très simple. L'OMS, avant, il y avait beaucoup de définitions. Maintenant, l'OMS, dengue simple, dengue sévère. Hein. Très important. Ça passe souvent inaperçu, on se fait fièvre, une éruption, etc. Et quelquefois, on peut arriver à ce qu'on appelle la dengue sévère avec un choc hémorragique. Je ne rentre pas dans le détail, je vous montre juste très important. Phase fébrile 4 à 7 jours. Un syndrome algique, de douleur musculaire. Dengue, ça veut dire qu'il est fiac. Il a tellement mal qu'il ne peut pas. C'est ce qu'on appelle dengue. Douleur corporelle généralisée des myalgies parasites. Très important, les douleurs intra-orbitales. Les maladies bien avec de la fièvre. Vous savez que c'est une grippe avec un sinusite. On fait la radio, il y a un guérillon de sinus, c'est rien du tout. Très attention, douleur intra-orbitale. De séparer aujourd'hui. Et puis il y a un syndrome éruptif à l'exanthème, une éruption qui ressemble à presque rien, qui est difficile de distinguer des autres maladies. Et très souvent, à ce stade déjà, on va trouver des premiers signes de syndrome hémorragique qui va être emmené soit par des pétéchies, le signe de tourniquet que l'OMS reconnaît comme un critère. Tourniquet, on prend la tension artérielle 14,9, prend la moyenne 14,9, avec la moyenne 8. Je gonfle le parasol à 8, je trace 2 cm, un carré de 2 cm de côté et j'attends le nombre de pétiches qui vont arriver. Si des pétiches arrivent, c'est un signe, ce qu'on appelle le signe de tourniquet, très important. On peut trouver un X après une hépatomégalie, et très important, qui a attiré l'attention, c'est la diminution progressive de la leucocytose. Ainsi, l'éruption, ça ressemble un peu à beaucoup de choses. Hein. Le signe du pochoir, dans une éruption, vous allez mettre la main sur l'éruption, vous allez tracer votre main. Vous mettez le stéthoscope et vous dites ce qu'on appelle le signe du pochoir. Ça, c'est des caractéristiques des fièvres arbovirales. Voilà aussi le tourniquet d'un OMS, CDC. Alors l'évolution possible, les sensibles d'alerte, donc dengue probable, simple, etc. Il n'y a pas de risque, il faut réhydrater le malade, des antibiotiques, surtout, pas d'aspirine, jamais d'aspirine. Il ne faut plus jamais donner d'aspirine dans les infections virales. C'est fini, glace. Maintenant, on donne du paracétamol. Et encore, le paracétamol commence à revenir sur le paracétamol. Aussi, paracétamol, particulièrement, n'oubliez jamais, paracétamol alcoolique. Hein. Sensibilité hépatique très importante contre des insuffisances. Et puis quelquefois, avec cette scène dengue simple,
éruptive, le malade peut développer un état de choc par fuite plasmatique avec, qui entraîne la mort. Ce qui fait que, devant toute fièvre ou de voyage, la présence d'un exanthème, de leucopénie, de thrombopénie, de cytolyse, doit faire suspecter une date. Il faut que ça rentre dans la tête. Interroger les patients. Ça suffit, très important. Il faut vérifier. Deuxième, Zika, je vais parler de ces deux, de ces trois. Zika, très facile. Donc, en 2016, l'OMS a déclaré une urgence de portée internationale. Par l'arrivée du Zika est un virus d'Ouganda qui est sorti d'Afrique en 2007. Et il est arrivé au Brésil en 2015, et c'est là que ça a été décrit. Alors, ça a été décrit à quelle occasion? À l'occasion des généralistes, on parlait du généraliste. On remarquait dans la région de Bahia, au nord du Brésil, qu'il y avait beaucoup d'enfants nés avec des microcéphalies. Parce que maintenant, le registre des malformations, on a maintenant le registre des malformations. ما صحوش ما نديرو واش نديرو به كرونكو حياته كامل هو مسكين يضرب على وجه دي مالفورماسيون ما صحوش ما نديرو به انا قلت له ديروا ريجيتر دو كونسير وحسبوا ريجيتر دو لاسفيسونس ريدر وحسبوا 300 كا بارون 4000 كا بارون 5000 كا بارون والروبيني ما نقفلوش. Bien. Donc les généralistes ont remarqué qu'il y avait des enfants qui avaient des microcéphalies sans poser la question. Alors et c'est là où on a trouvé l'épidémie de Zika. Il est parti d'Afrique, ce contact il est arrivé à la Micronésie, la Polynésie française, etc., avec des vagues très très importantes, successives, un peu partout dans le monde. Voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Voilà maintenant les pays qui sont affectés par le Zika, à l'Afrique, la Malaisie, l'Indonésie, Sud-Est et les Amériques centrales et du Sud. Transmission, toujours, Aedes aegypti, Aedes albopictus, qui sont les mêmes. Donc nous avons ce vecteur. Ah ben, très bien. Hein, quand les Algériens sont partis pour la coupe du Monde au Brésil, parce que ça se transmet aussi par voie sexuelle. Et les Algériens, c'est des gens très croyants en Dieu qui ne font rien en dehors de leur maison. Ils sont très gentils, ils ne font rien du tout. Même quand ils le font, ils ne prennent même pas les précautions. Et ils font ça naturellement. Voilà, ils ne prennent même pas les précautions nécessaires. Hein? Ça, j'enfonce le clou. Hein? Voilà. Donc, là, il y a ok, alors ça se présente comment? Ah ben, c'est la même chose presque. Hein? Un exanthème papillomaculeux, hein? Une asthénie, une fièvre, une athargie conjonctivite. Ça ressemble à une rougeole, mais qui n'a pas de coprite. Tiens. On a eu beaucoup de rougeole où il n'y avait pas de coprite. Tiens. Parce qu'en épidémiologie, diagnostic épidémiologique, il faut qu'il faut 5 cas et confirmer le reste qu'il faut considérer. Voici donc l'exanthème de la cuisse-bouche. Ça ressemble un peu partout. Hein. Voilà, conjonctivite. Les microcéphalies. Deuxième gros problème, c'est les Guillain-Barré. Quand il y a des épidémies de Guillain-Barré comme ça, soit c'était un West Nile, soit c'était un Campylobacter épidémie de Mulboagui de 2003. Il y a eu des cas de Guillain-Barré à Mulboagui, c'était la filière avicole, c'est le Campylobacter. Parce que le Campylobacter, c'est la filière avicole. Si on touche les pollets de peut-être c'est qu'il y a. Donc alors il ne faut pas en parler, donc je n'ai rien du tout. Alors quand il y a des cas de Guillain-Barré comme ça, il faut se poser des questions. La fièvre d'Algérie, juste pour une menace au sud, parce qu'il y a eu des cas en Mauritanie, il y a eu une épidémie en Mauritanie, et puisqu'il y a en Mauritanie au Niger, donc on risque d'avoir un peu du cheptel qui va rentrer. Pour le moment, c'est pas possible. Mais quand même, en Tunisie, ça a été démontré qu'il y avait des cas qui étaient circulation de ce virus en Tunisie. Clinique Congo, c'est transmis par hépatite, c'est une fièvre hémorragique. Or, il n'y a pas de preuve. Il y a eu une seule étude qui a montré qu'il y avait des types du côté de Bayern qui étaient porteurs de ce virus. Et on a retrouvé ça aussi chez des trucs au Maroc. Mais pour le moment, en Algérie, on n'a pas encore de preuve. Merci. Voilà. J'ai vu combien de temps, j'étais rapide. Voilà, donc très attention.
Ça vous sort un peu de... Quand on parle d'environnement, là, c'est ça l'environnement. Merci professeur Alcumela pour cette excellente présentation. Et finalement, professeur Kadir avait raison d'insister sur cette présentation. Ça vous sort du sujet. Et ça fait plaisir toujours.